Aujourd'hui, nous allons voir un peu ensemble le domaine 2 intitulé La vie sociale, et qui, dans le document dont je dispose, est distribué en 4 axes majeurs. Dans le premier axe, nous sommes invités à étudier ensemble nature et culture, la nature et la culture. Dans le deuxième axe, il s'agit d'étudier le rapport que l'individu a avec la société. C'est intitulé Individu et société. Dans le troisième axe, on doit réfléchir sur le rapport conscience et inconscient. Dans le quatrième, la liberté. Et dans le cinquième axe, l'État. Maintenant, tel que exposé dans ce document, nous considérons que seulement c'est indicatif. Parce qu'en réalité, on peut interpréter, chercher des moyens plus économiques et plus efficaces nous permettant d'explorer ce domaine 2-là. Donc, c'est 5 axes majeurs. Et nous trouvons d'ailleurs que le quatrième axe et le cinquième, à savoir l'État et la liberté, peuvent être étudiés, explorés dans le domaine 2, individu et société. Et il ne s'agira pas d'ailleurs de faire de la liberté un axe séparé de cet autre axe, le cinquième, à savoir l'État. Il est plus judicieux de regrouper l'État et la liberté dans un seul cours, intitulé État et liberté, et d'intégrer cet État et liberté dans le deuxième axe, à savoir individu et société, puisque pour l'essentiel, c'est dans ce rapport-là que l'on peut comprendre les notions de liberté et les notions d'État. L'État lui-même est une organisation, une institution. Mais c'est une institution sociale. Dans le sens où il ne peut y avoir d'État là où il n'y a pas de société. Donc quand on a l'occasion d'étudier le rapport que l'individu a avec la société, on a la même occasion d'étudier le rapport que l'individu pourrait avoir avec ce qu'on appelle communément le pouvoir ou l'État. Le rapport que l'État peut avoir avec la liberté de l'individu, puisque sur cet individu, l'État exerce un pouvoir. Et la nature de tout individu, c'est de se libérer de toute forme de coercition, d'autorité, afin, n'est-ce pas, d'assumer pleinement la liberté, peut-être, même si c'est la liberté naturelle. Donc, le plus judicieux, c'est de regrouper État et liberté dans un seul point et de l'intégrer en tant qu'un seul point dans le deuxième axe intitulé Individu et société, parce qu'il peut y trouver sa place tout naturellement. Mais là aussi, c'est tout simplement un programme que nous venons peut-être de raccourcir un peu, qui était décliné en 5 axes, alors qu'on peut décliner, n'est-ce pas, tout ce domaine 2 en 3 axes. Mais ces 3 axes aussi nous font penser peut-être à ce qu'on nous demande
précisément d'étudier dans ce domaine-là. Et de mon point de vue, ce qu'on nous demande, n'est-ce pas, d'étudier, c'est précisément le rapport que l'homme a avec la nature en général. Quand je dis le rapport que l'homme a avec la nature en général, c'est parce que précisément ce mot nature peut avoir deux sens. Au moins, le rapport que l'homme a avec sa nature biologique, sa nature biologique, en tant qu'il est un animal, c'est-à-dire un ensemble de dispositions naturelles qui peut préoccuper par exemple le médecin lorsque l'organisation corporelle est affectée par un mal, nature biologique. Mais l'homme, il est aussi en rapport avec la nature physique extérieure à lui. Puisque d'une certaine manière, le mot nature évoque aussi les phénomènes naturels, les plantes, les végétaux, la mer, tout ça c'est la nature. Ce qui fait que donc, le mot nature recouvre un sens plus ou moins intérieur, en tant qu'il s'agit de la nature qui serait inhérente à l'homme lui-même, mais aussi, il peut évoquer un rapport que l'homme pourrait avoir avec quelque chose qui est extérieur à lui. La nature physique, la nature des phénomènes physiques et naturels. Donc, quand on dit que fondamentalement, nous sommes invités dans le premier axe intitulé Nature et culture à réfléchir sur le rapport que l'homme a avec la nature, du coup on comprend qu'il s'agira d'examiner certains points comme le rapport que l'homme a avec sa nature biologique et le rapport que l'homme a avec la nature physique extérieure à lui. Maintenant, à regarder de près, le rapport que l'homme a, aussi bien avec sa nature biologique qu'avec la nature physique extérieure à lui, est un rapport de négation. L'homme n'est pas un être qui se contente de la nature telle que la nature est. S'il est parfois dans un rapport de consommation avec la nature, il ne la consomme pas telle qu'elle est. Il la transforme afin de l'adapter à ses besoins qui ne sont pas limités à des questions proprement naturelles et biologiques, mais aussi qui intègrent des problèmes culturels qui résultent précisément de son rapport à l'autre, de son rapport à la société. Par exemple, le travail est un rapport à la fois que l'homme a avec sa nature biologique parce qu'il investit ses forces, son énergie, ça c'est naturel, il investit dans l'acte de travail, mais il investit aussi son corps, ses dispositions physiques. Donc, le travail peut avoir cette connotation tout à fait naturelle, où l'homme en tant que nature s'engage dans un certain rapport à la nature physique extérieure à lui, dans l'intention de la transformer afin de l'adapter à ses besoins. Mais cet acte
qui lie l'homme à la nature physique extérieure par le travail a aussi une signification sociale et culturelle. Puisque l'homme ne travaille pas n'importe comment, on lui apprend à travailler. Il utilise des moyens techniques qui ne sont pas des produits naturels, qui ne sont pas des données naturelles, qui sont les produits d'un rapport de transformation que l'homme a avec la nature. Les outils, les instruments, la technique, ce sont des moyens que l'homme a inventés, qu'il a créés en transformant précisément ce qui est donné dans la nature ou par la nature, n'est-ce pas, afin d'en faire des objets adaptés à l'exécution de certaines tâches spécifiques. Donc, le travail, il est à la fois une activité naturelle, mais c'est aussi une activité sociale. Surtout aujourd'hui, où le travail se réduit pratiquement en une activité à la fois psychologique et intellectuelle, où l'homme n'est pas forcément dans un rapport immédiat avec la nature physique extérieure. Donc, le deuxième axe, lui aussi on peut le décliner en termes de rapport. C'est le rapport que l'homme a avec la société. On dit souvent que l'homme est un être social. Maintenant, quand on dit que l'homme est un être social, on n'est pas en train de dire que le social est accidentel. On est en train de dire que le social est inhérent à l'être de l'homme. Et que donc il ne peut y avoir d'homme que là où cette dimension sociale est présente. Et souvent, elle s'exprime par la voie de la culture. Donc, ce qu'on appelle individu et société, le deuxième axe, dans lequel nous intégrons la liberté et l'État, évidemment, tout le monde voit que dans l'exploration des différents points, il sera toujours question de liberté. Parce que la finalité du travail, en fin de compte, c'est l'absence de travail. Si je travaille aujourd'hui, c'est pour ne pas travailler demain. Donc l'acte de travail tend vers l'abolition, vers son abolition propre. Par exemple, quelqu'un travaille aujourd'hui et à la retraite, il ne va plus travailler, il ne sera plus obligé d'investir les forces physiques qu'il n'a plus ou qui ont largement décliné, n'est-ce pas, pour satisfaire, n'est-ce pas, à des exigences alimentaires, à des exigences, n'est-ce pas, naturelles. Donc, la finalité du travail, c'est de se libérer à la fois de la nature physique extérieure qu'on ne peut pas consommer telle qu'elle est. Il faut la transformer. Ça, c'est un acte de liberté, justement. Mais aussi de se libérer des contingences et des déterminations de sa propre nature. Voilà pourquoi on dit que le travail a une dimension morale. Car justement, ce qu'on appelle la discipline, ce qu'on appelle la morale, ça consiste en quoi? La morale et la discipline sont d'abord un rapport que l'homme a avec sa propre nature, c'est-à-dire sa nature biologique. C'est l'homme qui doit nier sa nature biologique, ou en tout cas, à défaut de la nier, de la réguler, de la canaliser, parce que des règles et des lois, des normes existent pour canaliser et réguler, pour satisfaire ses désirs et ses besoins de manière à ne pas compromettre la liberté et la dignité de l'autre avec qui je cohabite, j'évolue dans le même espace.
Et on voit aussi que dans la société, évidemment, il y a des rapports de domination et d'exploitation entre les hommes. Cela pose la question et le problème du pouvoir et de l'autorité. Celui qu'on exploite, on exerce forcément sur lui un pouvoir, une certaine autorité. Sinon, on ne peut pas croire que l'homme est de nature à accepter l'asservissement. Si ce n'est pour satisfaire un besoin plus fort que celui de la liberté, à savoir un problème de survie. Le troisième axe aussi, intitulé conscience et inconscient, lui aussi, il peut se décliner en termes de rapport que l'homme a, cette fois-ci, avec soi-même. Avec soi-même. Or, lorsqu'on parle de soi-même, on peut peut-être évoquer l'esprit, l'âme. L'âme dont toute la fonction, dit Descartes, est de penser. Souvent, on dit que l'homme est un être pensant. Pascal affirme que l'homme est un roseau pensant. Roseau pour signifier qu'il est fragile, mais puisqu'il pense, il est capable de compenser sa fragilité naturelle et à faire de sa nature pensante justement un moyen d'exercer un pouvoir sur la nature en tant qu'elle est donnée. Mais il y a aussi cette dimension de l'inconscient qui peut-être a toujours existé, mais n'avait peut-être pas bénéficié d'une étude sérieuse à la manière dont va procéder la psychanalyse, qui, elle, voudrait jeter un regard scientifique sur cette autre dimension de l'homme, de soi-même, qui a été perçue par des philosophes bien antérieurement à Sigmund Freud, dont on dit qu'il est le père de la psychanalyse. Et l'on sait que même chez Platon, cette dimension de l'homme, n'est-ce pas, apparaît. Il y a même des philosophes qui l'ont appelé tout simplement la dimension du corps. D'autres l'appellent la dimension de l'instinct. Jusqu'à Descartes, on croyait que toute manifestation, tout comportement qui relève, n'est-ce pas, de l'inconscient avait pour origine le corps et les besoins corporels. Jusqu'à Descartes, voilà comment on pensait. C'est seulement peut-être avec Freud qu'on a érigé l'inconscient au rang d'une réalité spécifique qui existe en l'homme, qui agit sur lui, qui le détermine parfois dans ses comportements, et qu'il s'agirait d'explorer systématiquement, comme on l'a fait, d'autres concepts bien avant. Donc, ce rapport à soi peut se décliner en termes de rapport au soi conscient ou en termes de rapport au soi inconscient. Évidemment, il ne s'agira pas de séparer ces deux notions de conscience et d'inconscient, mais de les étudier ensemble et de voir comment, chez les philosophes et avec la psychanalyse, on a cherché à connaître l'homme, à le comprendre mieux par ces deux dimensions de sa personne. Donc, nous aurons affaire à l'étude de trois rapports.
très généralement, chaque rapport pouvant faire l'objet de plusieurs points, de plusieurs questions à examiner. Le travail, langage et communication, ainsi de suite. Tout cela, ce sont des rapports que l'homme a avec ce qui n'est pas lui, immédiatement. C'est le rapport à la nature, le rapport à la société, le rapport à soi-même. Maintenant, il ne s'agira pas seulement de s'en limiter à ça, puisque la finalité que nous visons, c'est aussi de permettre aux candidats de se donner des problèmes à résoudre lorsqu'ils sont confrontés à des sujets, à des devoirs à faire. De la même façon que dans le premier domaine, on avait terminé notre étude par révéler les différents problèmes pouvant être examinés lorsqu'on rencontre un sujet en commentaire ou en dissertation portant sur la philosophie elle-même. De la même manière, dans l'examen de ce domaine 2, intitulé La vie sociale, nous allons décliner le tout en termes de problèmes à résoudre lorsqu'on est devant un sujet portant sur la vie sociale. En disant que nous allons examiner 3 rapports que l'homme a avec lui-même, le rapport à soi, et avec ce qui n'est pas immédiatement lui. Par exemple, le rapport à la société, aux autres individus, le rapport à la nature physique extérieure et à la nature biologique. Ce sont ces 3 rapports qui se déclinent en réalité en termes de problèmes à résoudre lorsqu'on rencontre des sujets portant sur la vie sociale. Soit c'est le problème du rapport que l'homme a avec la nature physique extérieure, ou le problème que l'homme a avec sa propre nature biologique, soit alors il s'agit du problème du rapport que l'homme a avec l'autre, avec la société, ou alors il s'agit du rapport que l'homme a avec lui-même en tant qu'il se prend pour différent de l'animal en tant que donc il pense. D'ailleurs, vous n'ignorez pas que ce qu'on appelle réflexion est un terme qui désigne le mouvement que l'esprit a orienté vers lui-même, orienté vers ce qu'il a déjà acquis. Et pour le philosophe, c'est cet acquis que l'esprit a déjà qu'il faut justement interroger, et j'allais même dire réinterroger, car c'est ça la philosophie en tant qu'activité réflexive. Voilà pourquoi on dit réfléchir, c'est revenir à soi. J'aime bien un texte de Alain, d'une certaine manière, qui a pour titre « Qu'est-ce que penser veut dire ?» Penser. Alors, il a fini par dire que penser, pour le philosophe, ça n'est pas forcément remettre en question ce qui est extérieur à soi. C'est remettre en question
ce qui déjà a été intériorisé par l'individu. Et là, nous sommes presque dans le schéma cartésien de l'introspection, l'inspection de soi-même, permettant de corriger tout ce qui, et souvent malgré nous, a été intériorisé et fonctionne comme conviction, comme attitude toute faite, comme idée toute faite, et ainsi de suite. Donc philosopher d'une certaine manière, qui équivaut au sens véritable du mot penser, car penser c'est aussi philosopher précisément, c'est remettre en question ce qui déjà est acquis en termes de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Donc généralement, les sujets portant sur la vie sociale invitent à réfléchir sur un certain nombre de rapports que sont le rapport à la nature, le rapport à la société et le rapport à soi-même.